Chapitre 4. Le jour suivant, le fantôme se sentait faible et fatigué. La terrible agitation qu'il avait connue au cours des 4 dernières semaines commençait à faire son effet. Il avait les nerfs absolument à vif, et sursautait au moindre bruit. Durant 5 jours, il garda sa chambre, et, réflexion faite, il renonça à l'entretien de la tache de sang sur le sol de la bibliothèque. Si la famille Otis n'en voulait pas, c'était donc qu'il ne la méritait pas. De toute évidence, ces gens vivaient dans un univers bassement matérialiste, et ils étaient tout à fait incapables d'apprécier la valeur symbolique des phénomènes sensoriels. La question des apparitions fantasmagoriques et la formation des corps astraux était, bien entendu, d'une toute autre nature, et elle échappait à son contrôle. Il était de son devoir absolu d'apparaître dans les couloirs 1 fois par semaine, et d'émettre des cris inarticulés à la grande fenêtre en encorbellement, le 1er et le 3e mercredi de chaque mois, et il ne voyait pas comment il aurait pu se soustraire honorablement à ses obligations. Il était vrai qu'il avait mené une vie détestable, mais, d'un autre côté, en ce qui concernait le domaine surnaturel, il était consciencieux à l'excès. Les 3 samedis suivants, en conséquence, il suivit le couloir entre minuit et 3 heures, prenant toutes les précautions possibles pour n'être ni vu ni entendu. Il ôtait ses souliers, marchait à pas aussi légers que possible sur les lattes vermoulues du plancher, portait une grande cape de velours noir, et veillait à utiliser le lubrifiant indien pour huiler ses chaînes. Je dois avouer que ce n'est pas sans beaucoup de répugnance qu'il se contraignit à se servir de ce produit. Cependant, un soir, tandis que la famille était en train de dîner, il se faufila dans la chambre de Madame Otis et emporta la bouteille. Sur le coup, il se sentit un peu humilié, mais par la suite, il fut assez avisé pour admettre que cette invention avait beaucoup de bon, et que, jusqu'à un certain point, elle servait ses desseins. Mais en dépit de tout, il ne s'en tira pas sans dommage. Constamment, il rencontrait des ficelles tendues en travers du couloir, sur lesquelles il butait dans l'obscurité, et, une nuit, alors qu'il s'habillait en vue d'interpréter le rôle de Isaac le Noir ou le chasseur du bois d'Auglais, il avait fait une très mauvaise chute en glissant sur une planche inclinée enduite de beurre que les jumeaux avaient disposée devant l'entrée de la salle aux tapisseries, en haut du grand escalier de chêne. Ce dernier affront l'avait mis dans une telle rage qu'il avait résolu de réaffirmer sa dignité et décidé d'aller rendre visite aux jeunes États-Uniens la nuit suivante dans son fameux rôle de Rupert le Téméraire ou le Comte sans tête. Il n'était pas apparu sous cette forme depuis près de 70 ans. En fait, pas depuis qu'ainsi déguisé, il avait tant effrayé Lady Barbara Modish qu'elle avait brusquement rompu ses fiançailles avec le grand-père de l'actuel Lord Canterville, et s'était enfuie à Gretna Green, avec le beau Jack Castleton, en déclarant que rien ne pourrait l'inciter à prendre pour époux dans une famille qui permettait à un fantôme aussi horrible de se promener sur la terrasse au crépuscule. Plus tard, le pauvre Jack avait été tué en duel par Lord Canterville dans le parc de Wandsworth, et Lady Barbara était morte de chagrin à Tunbridge Wells, avant que l'année fût écoulée. Si bien qu'à tout égard, on ne pouvait parler que d'un succès complet. C'était toutefois une composition très difficile à réaliser, si je puis appliquer une expression aussi scénique à l'un des plus grands mystères du monde surnaturel, ou, pour avoir recours à un terme plus scientifique, le monde supranaturel, et il lui fallut 3 bonnes heures pour achever ses préparatifs. Enfin, tout fut prêt, et il était enchanté de son aspect. Les hautes bottes de cuir qui faisaient partie de son costume étaient un peu trop grandes pour lui, et il ne put trouver qu'un seul des 2 pistolets d'arçon, mais dans l'ensemble, il était satisfait, et, à 1h15, il traversa la boiserie et commença à longer le couloir à pas compter. Comme il atteignait la chambre occupée par les jumeaux, qui, je dois le préciser, était appelée la chambre bleue en raison de la couleur de ses tentures, il trouva une porte entrebâillée. Désireux de faire une entrée spectaculaire, il poussa brusquement le panneau et reçut un lourd broc d'eau qui l'inonda et lui manqua l'épaule gauche d'un cheveu. Au même instant, il entendit des hurlements de rire étouffés qui venaient des 2 lits à baldaquin.
La surprise lui causa un tel choc nerveux que, dans sa fuite éperdue, il courut s'enfermer dans sa chambre où, le jour suivant, il se trouva cloué au lit par une grippe sévère. Du moins, dans son malheur, eut-il une consolation. Il avait laissé sa tête chez lui, car il l'avait mise sur ses épaules. Les conséquences auraient pu être dramatiques pour lui. Ayant désormais renoncé à tout espoir d'effrayer cette grossière famille d'Américains, il se contenta, pour la bonne règle, de rôder dans les couloirs avec des chaussons de lisière aux pieds, une épaisse écharpe rouge autour du cou, contre les courants d'air, et armé d'une petite arquebuse, au cas où il serait attaqué par les jumeaux. Ce fut le 19 septembre qu'il reçut le coup de grâce. Il était descendu dans le grand hall d'entrée, certain de ne pas y être molesté, et il s'amusait à ironiser sur les grandes photos du ministre des États-Unis et de sa femme, signées Saroni, qui avait maintenant pris la place des portraits des ancêtres de la famille Canterville. Il était vêtu simplement, mais avec élégance, d'un long linceul souillé de terre de cimetière, avait attaché sa mâchoire avec une bande de tissu jaune, et portait une petite lanterne, ainsi qu'une bêche de fossoyeur. En fait, il était déguisé en Jonas le Déterré, ou le voleur de cadavres de Cherney Barn, une de ses créations les plus remarquables, création dont les Canterville avaient toute raison de se souvenir, car c'était là la véritable origine de leur querelle avec leur voisin, Lord Rufford. Il était environ 2h30 du matin, et, pour autant qu'il pouvait en juger, rien ni personne ne bougeait. Comme il s'approchait de la bibliothèque pour voir s'il restait quelques traces de la tache de sang, soudain, lui sautèrent dessus, d'un coin sombre, 2 silhouettes qui agitaient frénétiquement les bras au-dessus de leur tête, en lui hurlant « Bouh !» à l'oreille. Pris de panique, ce qui dans sa situation était rien de moins que naturel, il se rua vers l'escalier, mais se heurta à Washington Otis, qui l'attendait avec le grand pulvérisateur du jardin. Ainsi cerné de tous côtés par ses ennemis, et presque à leur merci, il s'évanouit dans l'énorme poêle de fonte qui, par bonheur pour lui, n'était pas allumé. Et, réduit à battre en retraite, en se faufilant dans les conduits et les cheminées, il parvint chez lui dans un affreux état de saleté, de désordre et de désespoir. Par la suite, on ne le revit plus jamais s'aventurer dans une expédition nocturne. À plusieurs occasions, les jumeaux le guettèrent et semèrent chaque soir les couloirs de coquilles de noix, aux grandes dames de leurs parents et des domestiques, mais sans résultat. Il était évident que le fantôme était à ce point blessé qu'il ne réapparaîtrait plus. En conséquence, M. Otis se remit à sa grande œuvre sur l'histoire du Parti démocrate, à laquelle il s'était attelé depuis plusieurs années déjà. Madame Otis organisa un somptueux raout, qui émerveilla tout le comté. Les garçons jouaient au hockey, au mistigris, au poker, et Virginia faisait du poney dans les allées du parc, escortée par le jeune duc de Cheshire, qui était venu passer la dernière semaine de ses vacances à Canterville Chase. Il était généralement admis que le fantôme s'en était allé, et, pour tout dire, M. Otis écrivit une lettre en ce sens à Lord Canterville, qui, en réponse, lui fit part de tout le plaisir que lui causait cette nouvelle, et envoya ses meilleurs compliments à la digne épouse du ministre. Les Otis se trompaient cependant, car le fantôme était toujours dans la maison, et, quoique maintenant à demi invalide, n'était nullement disposé à abandonner la partie, en particulier lorsqu'il apprit que parmi les invités se trouvait le jeune duc de Cheshire, dont le grand-oncle, Lord Francis Stilton, avait naguère parié sans guinée avec le colonel Carbery, qu'il jouerait au dé avec le fantôme de Canterville, et avait été découvert le lendemain matin, gisant sur le sol du fumoir, dans un tel état d'aphasie que, en dépit d'une longévité remarquable, il n'avait plus jamais été capable de dire autre chose que « double 6 ». L'histoire avait fait grand bruit à l'époque, encore que, bien entendu, par respect pour les sentiments des 2 nobles familles, tout avait été tenté pour la garder secrète, et l'on pourra trouver un exposé détaillé de toutes les circonstances qui avaient entouré l'affaire dans le 3e volume des « Souvenirs du prince régent et de ses amis » de Lord Tattle. Le fantôme tenait donc beaucoup à montrer qu'il n'avait pas perdu son influence sur les Stilton, dont il était en vérité un parent éloigné. Sa première cousine germaine, ayant épousé en secondes noces le sieur Bulkeley, dont, comme chacun sait, descendait la lignée des ducs de Cheshire.
Il prit en conséquence ses dispositions pour apparaître au jeune soupirant de Virginia sous son aspect du moine vampire ou bénédictin exsangue. Une apparition tellement horrible que, lorsque la vieille Lady Startup en avait été témoin, elle s'était mise à pousser des cris aigus qui, à leur paroxysme, avaient déclenché chez elle une crise d'apoplexie, et qu'elle était morte dans les 3 jours après avoir déshérité les Canterville, ses plus proches parents, et laissé toute sa fortune à son apothicaire de Londres. Au dernier moment, malgré tout, la terreur que lui inspiraient les jumeaux l'empêcha de sortir de sa chambre, et le petit duc dormit en paix sous le vaste dais emplumé de la chambre royale, où il rêva de Virginia.